Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Archives des dictatures. Enjeux juridiques, archivistiques et institutionnels. Organisé par le CECOJI, CNRS, Université de Poitiers, Université Paris-Sud. En collaboration avec le Service interministériel des Archives de France. Direction générale des patrimoines, Ministère de la Culture. Jeudi 24 et vendredi 25 janvier 2013 aux Archives nationales. Site de Pierrefitte-sur-Seine. Comité scientifique. Marie Cornu, Coraline Coutan, Pascal Even, Jérôme Fromageau, Mona Huerta, Charles KECSKEMETI, Anne Perrotin-Dumont, Victoria PROZOROVATHOMAS, Elsa Marguin. Collection Droit du patrimoine culturel et naturel. Dirigée par Marie Cornu et Jérôme Fromageau. Cette collection initiée par le Centre de recherche Droit du patrimoine culturel et naturel a pour but de développer et enrichir la réflexion sur les objets et modes de protection dans le domaine du patrimoine culturel et naturel. Les questions que soulève la conservation, la circulation, la valorisation du patrimoine sollicitent en effet ces deux disciplines. Le contexte d'un monument historique, son environnement, le paysage dans lequel il s'inscrit sont souvent essentiels à sa mise en valeur. Le droit de la culture et le droit de l'environnement développent cependant des concepts propres. Ils ne sont pas toujours en accord sur les méthodes et les moyens de protection, d'où l'intérêt de la confrontation et de la comparaison des ressources tirées de ces deux dispositifs. C'est pourquoi la réflexion doit se renouveler sur les concepts fondamentaux du patrimoine, sur la délimitation des éléments qui méritent protection. Dans la compréhension des différents mécanismes et l'ouverture vers de nouveaux modèles, le droit comparé est essentiel, ainsi que le droit international. Déjà paru. Marie Cornu, Jérôme Fromageau, Bertrand Muller sous la direction de Archives de la recherche. Problèmes et enjeux de la construction du savoir scientifique, 2014. Sophie Monnier, Karen Fiorentino sous la direction de Le droit des archives publiques entre permanence et mutation, 2014. Anne Fornereau, Le régime juridique du patrimoine religieux, 2013. Marie Cornu, Jérôme Fromageau, Christian Autin sous la direction de Droit et patrimoine culturel immatériel, 2013. 51 Wang, La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Son application en droit français et chinois, 2013. Marie Cornu, Jérôme Fromageau sous la direction de La préservation des archives privées et l'intérêt public. Mutation et rupture, 2013. Marie Cornu, Jérôme Fromageau, Jean-François Poli, Anne-Christine Taylor, sous la direction de L'inaliénabilité des collections, performances et limites, 2012. Armelle Verja, Préservation et mise en valeur des monuments historiques privés, la fiscalité de l'impôt sur le revenu, 2011. Lynn Touzeau, La protection du patrimoine architectural contemporain. Recherche sur l'intérêt public et la propriété en droit de la culture, 2011. Françoise Benamou, Marie Cornu sous la direction de Le patrimoine culturel au risque de l'immatériel. Enjeux juridiques, culturels, économiques, 2010. Marie Cornu, Catherine Cuenca, Jérôme Fromageau sous la direction de Les collections scientifiques, de l'outil de connaissance à l'objet de patrimoine. Aspects juridiques et pratiques professionnelles et institutionnelles, 2010. Marie Cornu, Jérôme Fromageau sous la direction de Quel avenir pour les archives ? Enjeux juridiques et institutionnels, 2010. Jean-Pierre Allinne, Renaud Carrier, sous la direction de La culture au risque du marché. Le mécénat face à ses acteurs, 2010. Christelle Denoblet, Protection du patrimoine architectural aux États-Unis et au Royaume-Uni, 2009. Antoinette Maget, Collectionnisme public et conscience patrimoniale. Les collections d'antiquités égyptiennes en Europe, 2009. Marie Cornu, Jérôme Fromageau sous la direction de La revendication du patrimoine écrit. Questions juridiques et pratiques institutionnelles, 2009. Caroline Reynette, en collaboration et sous la direction scientifique de Marie Cornu et Catherine Wallard, Guide juridique sur le patrimoine scientifique et technique, 2008.
Laurence Mayerrobitaille, le statut juridique des biens et des services culturels dans les accords commerciaux internationaux, 2008. Marie Bonin, les corridors écologiques. Vers un troisième temps du droit de la conservation de la nature, 2008. Direction des Archives de France, Centre de recherche sur le droit du patrimoine culturel, sous la direction de Archives et sciences sociales. Aspects juridiques et coopération scientifique, 2006. Nebila Mezghani, Jean-François Pauly, sous la direction de Droit et protection du patrimoine culturel dans les pays méditerranéens, 2006. Brigitte Badevant, Marie Cornu, Jérôme Fromageau, sous la direction de Le patrimoine culturel religieux. Enjeux juridiques et pratiques cultuelles, 2006. Marie Cornu, Nebila Mezghani, sous la direction de Intérêt culturel et mondialisation, 2 tomes, 2004. Marie Cornu, Jérôme Fromageau, sous la direction de La forêt à l'aube du XXIe siècle. Aspects politiques et juridiques, 2 tomes, 2004. Pierre-Laurent Frier, sous la direction de Le nouveau droit de l'archéologie préventive, 2004. CRIDEAUCNRS, Limoges, sous la direction de Les monuments historiques, un nouvel enjeu, 2 tomes, 2004. Marie Cornu, Jérôme Fromageau, sous la direction de Archives et patrimoine, 2 tomes, 2004. Marie Cornu, Marie-Agnès Ferraud, Jérôme Fromageau, sous la direction de Patrimoine architectural, urbain et paysager, Enjeux juridiques et dynamique territoriale, 2003. Marie Cornu, Jérôme Fromageau, sous la direction de Archives et recherche, 2003. Annie Héritier, La genèse de la notion juridique de patrimoine artistique, 2003. Marie Cornu, Jérôme Fromageau, sous la direction de Le patrimoine culturel et la mer, 2 tomes, 2002. Marie Cornu, Jérôme Fromageau, sous la direction de Genèse du droit de l'environnement, 2 tomes, 2001. Marie Cornu, Jérôme Fromageau, sous la direction de Fondation et Trust dans la protection du patrimoine, 1999. Mise en page et maquette, Marie Lorbert, CNRSCECOJI. Gérer les transitions. Les archives des polices politiques. Exposé introductif. Charles K. Sechkemeti. The Management of the Archive of Security Service of the Former Repressive Regime and the Implementation of Archival Policies in the Defense of Human Rights. Antonio González Quintana. Les archives de la dictature militaire, 1964 à 1985. Les limites de la transmission politique au Brésil. Georgetemedleg Rodrigues. Les archives du franquisme. Enjeux juridiques, archivistiques et institutionnels. Archives cachées, oubliées ou absentes. Carmen Sierra Barcena. Les archives de France à l'épreuve du débat français sur l'ouverture des archives publiques relatives à la Seconde Guerre mondiale et du régime de Vichy. Pascal Even. Les archives des polices politiques. Exposé introductif. Charles K. Sechkemeti. Gérer les transitions. Si aujourd'hui la majorité des États se réclament, à tort ou à raison, des valeurs démocratiques, au cours du XXe siècle, tout au plus le quart de l'humanité avait échappé à une expérience dictatoriale. Autrement dit, des dizaines de pays devaient passer par une période de transition post-dictatoriale dans les années 1940, 1970 ou 1990. Les communications du présent colloque se réfèrent à 3 types de dictatures: les régimes militaires sud-américains, le franquisme et les États partis communistes. Pour ce qui est des archives, ces divers types de dictatures ne partageaient qu'un seul trait commun: la production par la police politique de millions de dossiers sur les citoyens surveillés en permanence au moyen d'un réseau d'informateurs. Pour le reste, c'est-à-dire l'organisation des archives, l'exercice de leurs fonctions de préservation et de communication, les doctrines, les pratiques et la formation professionnelle, les pays appartenant aux divers types de dictatures ne se ressemblaient guère. Au Brésil et en Argentine, comme d'ailleurs en Grèce, la sortie de la dictature devait permettre de bâtir enfin un système d'archives opérationnel. Le Brésil s'y est attaqué résolument dès la fin de la dictature militaire. En Espagne, la démocratisation du système institutionnel s'appliquait évidemment aux archives,
mais ne remettez pas en cause la culture professionnelle et l'Espagne est devenue très vite le pionnier européen de l'informatisation archivistique. Dans les pays ex-communistes, en revanche, la transition exigeait l'élaboration et la mise en œuvre de programmes d'envergure. Tout devait être repensé, réformé et modernisé. J'aborderai ce thème demain. Entrées dans une ère de liberté, les sociétés civiles formulaient partout la revendication d'avoir accès à la vérité historique, sous-entendu, d'être informées des crimes de la dictature, documentés en particulier dans les archives des services de sécurité de l'État. Des décisions devaient donc être prises sur le devenir de ces archives. Un panorama complet est présenté dans le rapport d'Antonio González Quintana. Ce rapport fait ressortir un aspect essentiel de la transition en Amérique latine. Alors qu'en Europe le repérage, la préservation et la mise en valeur des archives de la répression relevaient des pouvoirs publics, en Amérique latine, du Guatemala et de la République dominicaine à l'Argentine et au Chili, le rôle pilote en cette matière revenait aux organisations de la société civile. Des communications étant consacrées au présent colloque à la Russie, à l'Ukraine, au Brésil, à l'Argentine et à l'Espagne, mes propos se borneront aux anciennes démocraties populaires d'Europe centrale. Les 7 sœurs. Si les problèmes, y compris les relations des services secrets avec le KGB, se posaient à peu près de la même manière dans ces pays, les mesures prises pour y répondre dépendaient de facteurs locaux. Autrement dit, avec en arrière-plan des tâches identiques, la même motivation morale et la même approche intellectuelle, les moyens légaux et financiers, les priorités, la chronologie et le rythme de l'action étatique, ainsi que les règles adoptées pour la communication des dossiers, varient de pays à pays. En fin de compte, sur les 15 pays issus des démocraties populaires, Albanie, RDA, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Slovaquie, République tchèque et de l'ancienne Yougoslavie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Serbie, Slovénie, 8 ont établi entre 1990 et 2008 des institutions nouvelles, chargées de la préservation et de la gestion des archives des polices politiques de l'Ancien Régime. Les 3 pays baltes optèrent pour la même approche dès les années 1990, mais leur situation était plus compliquée du fait que le gros des sources policières se trouvait en Russie, soit parce que créées par l'administration centrale du KGB, soit parce que évacuées vers la Russie à la veille de l'indépendance. Le modèle, suivi ensuite par 6 pays, fut inventé dès 1990 en Allemagne. Pourquoi avoir choisi cette voie de l'institution d'archives spécialisées, au lieu du versement aux archives de l'État comme c'était le cas des archives du parti ? 2 réponses s'offrent à cette question. La première, formulée officiellement en Allemagne, donne comme raison de ce choix les règles de communication particulières, distinctes de celles suivies par les archives de l'État, qui doivent s'appliquer à ces dossiers qui contiennent des données personnelles sensibles relatives à des millions de gens. Traduite en langage direct, cette réponse signifie que les autorités politiques se méfient du laxisme supposé du personnel des archives publiques. Dans quelques pays autres que l'Allemagne, le choix semble avoir eu comme motivation complémentaire la pression des services actifs de sûreté qui entendaient maintenir des liens particuliers avec l'institution conservant les archives du service prédécesseur. En décembre 2008, les institutions en charge des archives des polices politiques de 7 pays ex-communistes se réunirent à Berlin. BSTU, service central à Berlin, 13 antennes régionales. Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienst der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Mandataire fédéral pour la documentation du service de sécurité de l'État de l'ex-République démocratique allemande, 1990. IPN, service central à Varsovie, 11 antennes provinciales et 7 annexes. Instytut Pamięci Narodowej, Institut de la mémoire nationale, 1998. ABS, Prague. Archives Bezpieczności Slożek, Archives de la sécurité d'État et Ustaw pro Studium Totalitni Režimu, Institut pour l'étude des régimes totalitaires 2008. UPN Bratislava, Ustaw Pamięci Narodowej, Institut de la mémoire nationale 2002. CNSAS Bucarest. Consiliul Național pentru Studierea Archivelor Securității, Conseil national pour l'étude des archives de la sécurité 1999 à 2005. ABTL Budapest. Aliambiztországi Szolgálatok Történeti Levéltára,
Archives historiques des services de sécurité de l'État 1997. COMDOS, Sofia. The Committee on Disclosure of Documents and Denouncing Affiliation of Bulgarian Citizens to the State Security and the Intelligence Service of the Bulgarian National Army, loi 2006. Elles y décidèrent d'établir des liens d'échange et de coopération permanente. Le réseau des 7 sœurs, c'est le surnom qu'elles se sont donné, tient des réunions régulières et publie un bulletin intitulé Reader. Les ressources accordées par la Commission européenne et des fondations ou agences de coopération nationale servent à financer des projets de recherche et de formation ainsi que la préservation des documents. La vocation première de ces services consistait à fournir, dans le cadre de la lustration, les documents sur le passé des hommes politiques et des fonctionnaires d'autorité pour que les anciens agents et collaborateurs de la police politique soient exclus de l'appareil de l'État démocratique. Chacun de ces services a son histoire. Tous furent créés en vertu d'une première loi qu'il fallait ensuite modifier ou compléter par d'autres textes portant notamment sur leurs compétences et tâches, sur les règles de communication et de publicité des dossiers et sur les critères de la lustration. À l'exception de l'Allemagne où, la RDA n'existant plus, les autorités fédérales pouvaient agir avec diligence, la mise en place du service demanda partout du temps, parfois plus de 10 voire 15 ans. Le freinage pouvait venir du nouveau service sécurité qui s'estimait qualifié pour prendre en charge les archives du service prédécesseur. Il obtint gain de cause en Russie en 1994 après 3 ans de négociations avec la direction des archives, des partis politiques qui espéraient pouvoir éviter que fût dévoilé le passé d'informateurs de certains de leurs membres éminents ou, tout simplement du Parlement à cause de L'. Extrême difficulté à arrêter des règles de communication protégeant les cibles de la surveillance policière de naguère, tout en facilitant la recherche de la vérité historique. Malgré des destructions d'urgence par déchiquetage ou incinération, la masse des archives de l'ancienne police politique fut transmise au nouveau service en Allemagne, 110 km, en Pologne, 87 km, en République tchèque, Roumanie et Bulgarie, environ 20 km dans les 3 cas. Tel n'était pas le cas en Hongrie, où la période préparatoire du changement de régime ayant duré plusieurs mois, les directions concernées du ministère de l'Intérieur eurent le temps de procéder à des éliminations massives, et où le nouveau service de sécurité parvint à garder au ministère une grande partie des archives non détruites. Il ne faut donc pas s'étonner que le volume de la documentation conservée par l'ABTL ne dépasse pas 4 km. Seul l'UPN de Slovaquie est d'une taille plus modeste, 1,8 km, sans doute parce que les fonds de la sécurité tchécoslovaque ont été versés à l'ABS de Prague. Un traumatisme collectif, les informateurs. Depuis 22 ans, dans les anciennes démocraties populaires, l'opinion publique est obsédée par l'ampleur des réseaux d'informateurs et l'énormité de la masse de documents produits pour surveiller tout un chacun pendant des décennies. Films et pièces, études, essais, enquêtes, romans, nouvelles et mémoires évoquent, année après année, les thèmes de l'enrôlement des informateurs, des victimes du mouchardage ou encore d'assassinats mystérieux et des liens de continuité entre les services de sécurité d'avant et d'après le tournant. Dans toute dictature, le clivage fondamental est celui qui sépare eux, les détenteurs du pouvoir, de nous, dont le sort en dépend. La mise en lumière de la densité du réseau des collaborateurs de la police, 1 sur 250 à 500 habitants selon les pays et les périodes, pouvant aller jusqu'à 1 sur 30 habitants à certains moments, dans les régimes les plus paranoïaques, a traumatisé la société civile. La révélation que des dizaines de milliers d'agents s'étaient trouvés parmi nous a créé un climat de suspicion obsédant, car tout dossier pouvait renfermer la preuve de la trahison d'un proche. Toutefois, 20 ans après la fin de la dictature, la mise en vedette des informateurs qu'ils fussent des victimes de contraintes et de chantage, comme par exemple des prêtres catholiques et des ministres d'autres cultes, des étudiants contestataires menacés d'exclusion de l'université, etc., ou des dénonciateurs stipendiés, génère une sensation de malaise. Elle masque le rôle des véritables responsables de l'appareil de la répression. Pour caractériser cette vision déformée, M. Gyarmati, directeur de la BTL de Budapest, a utilisé l'image de la queue qui remue le chien. Le gros des projets de recherche porte sur les milieux intellectuels. Ainsi en Hongrie, on vient de publier sous le titre de « Écriture secrète 1956 à 1990 ».
Le service de sûreté de l'État et la vie littéraire. Une monographie de plus de 2000 pages, identifiant les personnalités littéraires, écrivains et journalistes ayant collaboré avec la police et les cibles de la surveillance. On comprend l'énergie investie dans le dépistage des informateurs renseignant leurs officiers traitants sur leurs collègues universitaires ou hommes de lettres, même si on sait que la masse des rapports ne valait rien et ne servait à rien. Le dépouillement des archives sert, du moins en principe, à écarter de la vie publique démocratique les artisans de la répression du régime défunt et leurs aides. Objectif utopique s'il en fut, comme le démontrent les maigres résultats de campagne de lustration. Vouloir nettoyer après 40 ou 50 ans de dictature n'a guère de sens. Il suffit de penser aux obstacles et hésitations auxquels s'était heurtée l'épuration en France, après 4 ans seulement d'occupation. La fixation de l'intérêt sur le mouchardage au sein de l'élite a abouti à laisser de côté l'étude de la surveillance dont avaient fait l'objet les ouvriers, les paysans, les cols blancs, les enseignants non universitaires, bref, le peuple travailleur, c'est-à-dire quelque 90 ou 95% de la population. Pourtant, quelque 90 ou 95% des correspondants se recrutaient parmi les sans-grades, chargés de faire rapport aux officiers traitants sur les villages, les usines, les clubs sportifs et les parties de belote dans les bistrots. Les recherches sur la surveillance des anonymes, croisées avec des sources locales, pourraient sans doute révéler de multiples formes d'autodéfense contre la machine étatique toute-puissante, imaginée par les classes subalternes pour utiliser un terme de Carlo Ginzburg. Les archives des polices secrètes devenues consultables, la réaction des cibles de la surveillance variait de pays en pays. Sur les 12 millions d'Allemands de l'Est, adultes au moment du tournant, 1 million ont voulu connaître les dossiers Stasi qui les concernaient. En Hongrie, sur les 7 millions d'adultes, 30 000 seulement ont fait des démarches pour recevoir leurs dossiers créés par la Direction générale III, chargée de la sécurité intérieure. La classe politique et l'opinion publique continuent à se poser partout les questions suivantes. Faut-il ou non donner accès aux dossiers, soumettre à la lustration les fonctionnaires et les élus? Publier la liste des informateurs? Engager des poursuites pénales contre ceux-ci? Sanctionner les officiers traitants? Et question d'ordre intellectuel, quel crédit accorder aux informations fournies à la police? L'UNESCO a formulé un ensemble de recommandations, présentées et commentées dans le rapport González-Quintana, pour que les décisions que les pouvoirs publics sont amenés à prendre en la matière respectent les principes éthiques et juridiques désignés par le terme droits de l'homme. Est-il possible de se conformer dans la pratique à ces recommandations? C'est aux décideurs de chaque pays d'apporter leur réponse à cette question. Les polars de la transition. Dès avant la fin de 1989, le nouveau régime hongrois naissant est confronté au scandale baptisé de Nagat. Alors que les amendements constitutionnels, adoptés par l'Assemblée nationale le 23 octobre 1989, mirent un point final à la mission de sécurité intérieure de la direction III, les agents de celle-ci poursuivent la routine. Les militants et dirigeants des partis et mouvements reconstitués ou lancés pour organiser la transition se rendent compte qu'ils font l'objet de filatures et d'écoutes téléphoniques. Le scandale éclate en décembre et coûte son marocain au ministre de l'Intérieur. L'onde de choc provoquée en 1993 par le polar germano-américain dit Opération Rosenholz ne s'est pas apaisée complètement 20 ans après. Les fiches individuelles des agents de la Stasi opérant à l'étranger et de leurs contacts, de quelque 300 000 personnes en tout, furent détruites avant la disparition de la RDA et les microfilms de sécurité du fichier transportés à Moscou. En 1990, la CIA a réussi à capter les copies des microfilms dans des conditions sur lesquelles plusieurs versions circulent. Selon certaines sources, les microfilms furent acquis à Berlin même, selon d'autres, ils furent achetés à un agent du KGB à Varsovie. La CIA a travaillé pendant des années sur ces données copiées sur CD-ROM. L'opération Rosenholz, l'action de l'Office fédéral pour la défense de la Constitution, BFV, pour récupérer les données fut engagée dès 1993. Après plusieurs transferts partiels, l'opération aboutit en 2003, lorsque le BSTU prit possession des 381 candélabres sur le réseau de la Stasi en Allemagne fédérale. Entre-temps, la CIA a transmis aux services compétents des pays amis, Royaume-Uni, Suède, etc.,
les fichiers sur les réseaux allemands implantés chez eux. Les négociations entre ces pays et l'Allemagne durent toujours car les positions divergent. Pour les autorités allemandes, toutes les activités du service de renseignement de la RDA, quelle que soit la nationalité des agents et des informateurs impliqués, font partie de l'histoire de l'Allemagne. Le Royaume-Uni refuse catégoriquement tout transfert à l'étranger d'informations sur des sujets britanniques. Les autres pays n'ont pas encore tranché, mais un arrangement avec l'Allemagne n'est pas exclu. En décembre 2012, le moment n'est pas encore venu de mettre le mot fin sur la dernière page du polar Rosenholz. Le fait est incontestable. À l'exception de l'Allemagne de l'Est où la transition était gérée par les autorités ouest-allemandes, des membres de l'ancienne nomenclatura, leurs conjoints, enfants et collatéraux, figurent partout parmi les gagnants du changement, soit parce que pouvant se maintenir automatiquement dans la classe politique devenue pluraliste, soit parce que s'emparant des biens privatisables, entreprises, immeubles, équipements, etc. Le phénomène n'a rien de surprenant. Les détenteurs du pouvoir S, professionnels de la politique et patrons de l'économie étatisée, étaient mieux placés que les autres citoyens pour entrer dans la nouvelle élite. Certains commentateurs, historiens, écrivains et politologues, n'hésitent pas à affirmer que les avantages de statut et de position ne suffisent pas à expliquer le phénomène et privilégient l'hypothèse d'action concertée, planifiée dès la perestroïka. C'est possible, mais si action concertée il y eut, elle se limitait à préserver l'avenir des cadres du régime. La thèse est singulièrement affaiblie par l'impréparation des polices politiques, qui n'improvisaient des destructions de documents qu'après le tournant politique. Les dossiers de la déconstruction du système, de l'instauration de l'état de droit démocratique et de la reconstruction de l'économie n'étaient prêts nulle part. Car si le desserrement de la censure permettait effectivement des discours critiques, les trois sujets tabous observés depuis 1948, le pluralisme politique, l'économie de marché et le leadership soviétique, restaient en vigueur jusqu'au bout. C'est donc après l'effondrement de l'Empire que chaque pays devait improviser la nouvelle législation. The management of the Archive of Security Service of the former repressive regime and the implementation of archival policies in the defense of human rights. Antonio González Quintana. Membre d'Archivistes sans frontières, Espagne. Archive and Human Rights, a link beyond frontiers and generations. We often mention the importance that record generated around the political repression have to perpetuate the memory of people, because they are an irreplaceable testimony of the repression they suffered. But the most important argument to defend the preservation of repressive record in the new democratic era takes root in the importance they have for persons affected by repression as victims, since they will be essential in the new political situation for the exercise of certain individual rights. To all this consideration of domestic order it would be necessary to add the international dimension that the concept of universal justice incorporate to this relationship between archive and human rights. Although it had been enunciated in the 40s, in the Convention against Genocide or in Nuremberg Res process, the concept of universal competence has only appeared as juridical practice in experience as recent as the creation of the Court for the Study of the Crime in the former Yugoslavia, the Special Court of Rwanda or the action of the Spanish Judge Garzón against Augusto Pinochet followed by other judges and attorneys in different corners of the world, and whose encouraging conclusion constitutes the International Criminal Court in 1998. The principle of not prescription of genocide and other crime against humanity and the spreading of practices as that of Judge Baltasar Garzón in other latitude, come to support the recommendation that record of the State Security Service of former repressive regime must be preserved and protected, considering them to be common heritage of mankind. This documentary set must stay at the disposal of people, not only for avoiding to cut a part of their collective memory, but also to preserve as complete as possible, this another universal memory needed to fight against the systematic violation of the human rights and with the pertinent guarantees, to be put at the service of human rights. The responsibility in the custody of archive and record break frontiers, since research and punishment of human rights violation come out the particular interest of a certain country, becoming a matter of interest for the whole international community.
But the events not only have overcome the geographical frame of the countries affected by the political transition, but also they have overcome the temporary frame of the transition period itself. On the one hand, we have to analyze the initiative reconsidering the way followed in such transition processes, as the rest ones in Argentina where Kirchner government abolished the act known as Final Point and Due Obedience, clearing, RB, the way in order that there are judged in the country the persons accused of human rights violation during the military regime. On the other hand, we find the countries whose political transition was supposedly concluded many years ago, as the example of Spain, and in which it is just now when recovery of information about events regarding political repression arise. It would be the case of the Spanish missing persons during the first years of Franco's dictatorship. The Spanish way in search of truth on historical past could be considered a paradigmatic one to understand how archive transcend beyond generational limits of time. Some and grand cent of Spanish men and women killed in the 40s have created only a few years ago diverse associations in order to locate the place in which they relatively and to obtain the proof that allows them, among other purposes, to regularize the essential data of the civil record to reconstruct their family life. The fight against impunity a a nexus. The need of safeguarding record witnessing genocide, crime against humanity or other human rights violation was considered by a Human Rights Commission, at least in a first moment for judicial purposes in their different models, transitional justice, criminal court, international tribunal. Archive and record had to be one of the main tools to be used for trying perpetrators and their accomplices and for restoring the dignity of victims. This conviction was acknowledged in several resolutions of the UN Commission on Human Rights, and also by different agreements inside the International Council on Archive. At its 37th session, the International Conference of the Round Table on Archive, CITRA, held in Cape Town in 2003, passed a resolution on archive and human rights violation in which, taking into account the fundamental importance of archive in all states as evidence supporting victims' rights for reparation, an essential element of collective memory, a means of determining responsibilities for rights violation, and a basis for reconciliation and universal justice. It recommended that government authorities and international organizations should facilitate the effective exercise of the right to know, by taking steps to ensure the preservation and conservation of archives of all kinds which document crime, make the existence of these archival fonds known and facilitate access to them by adapting or creating adequate legal frameworks for their accessibility, and ensuring that these arrangements respect both privacy and the need to make the truth known. Report and statement on archive and record produced by human rights bodies. We could say that this run was initiated by Louis Joannet, special reporter of the Subcommission between 1996 and 1997. The inalienable right to the truth, the duty to remember and the victim's right to know were measures contained in the set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity. This report contained 5 specific measures aimed at preserving and accessing to archives bearing witness to violation, namely Principle 13. Measures for the preservation of archives. Principle 14. Measures for facilitating access to archives. Principle 15. Cooperation between Archive Department and the Court and Extrajudicial Commission of Inquiry. Principle 16. Specific measures relating to archives containing names. Principle 17. Specific measures related to the restoration or of transition to democracy and or peace. Establishing responsibility for human rights violation, allowing justice to be done and victims to know the truth requires evidence. People tend, however, to overlook the obvious point that much of the evidence comes from archives. Joannet's report would be updated in 2005 by Diane Orentlicher, recovering a great number of experience accumulated in the fight against impunity during the years past since the initial report was produced. The archival approach to human rights. From the care of archives as a measure of cultural heritage preservation to the use of archives and records as tools for supporting collective and individual rights. In a parallel way to United Nations,
The International Organizations of Archivists facet the question of archive of the former repressive regime in the framework of the collapse of the communist European countries and the end of the African and Latin American dictatorship. But they did it thinking more in the safeguarding of a rich documentary heritage in danger of loss than in the use of record for defending human rights. However, in the course of its task, the working group created by the General Assembly of the International Council on Archive at its CITRA conference in Mexico 1993, based on the experience of its members, put the main attention not on the patrimonial value of documents, but on the importance of using these documents for the exercise of collective and individual rights, among others. Collective rights. Free choice of the model of transition. Right to memory. Right to truth. Right to justice. Right to know those responsible for crime against human rights. Individual rights. Right to exoneration and rehabilitation. Right to know the whereabouts of family members who disappeared in the time of repression. Right of everyone to know what information is held on them in the archive of the repression. Right to historical and scientific research. Freedom of political prisoners and freedom of conscience. Right to compensation and redress for damage suffered by victims of the repression. Right to have confiscated goods restored. The report has been updated in 2009. Archive in transition. When we talk about archive and human rights in countries in transition to democracy, we usually forget the main goal: to get open societies with transparency laws, efficient record management systems and a good archive administration. But until the new and democratic archive system is created and new laws are promulgated, the country needs to face its past and, for this task, records are required. Extraordinary and transitional measures must be taken in archival policy, and it must be done considering archive not in the framework of cultural institution but a juridical institution, a tools of transitional justice. Why do governments need an archival policy in transition periods? Transition models mean concrete measures for transitional justice. These would include criminal prosecution against those responsible for atrocities in the shame exceeded at both national and international court, the creation of truth commission, the establishment of mechanisms for government clearance and the development of measures for the rehabilitation of victims or reparation or compensation for the damage suffered by them. Policies of memory and archive policies. Policies of memory or policies for dealing with the past are not the same as archival policies. Public memory policies are usually designed in short terms while in general, archival policies are designed for long term and are often very stable, ensuring confidence in archives and entities that base their testimonial credibility in permanence and neutrality. But, as we shall try to illustrate, the latter are necessary to render them effective. Archival policies are essential, and sometimes decisive the way in which to deal with our recent past. Except for the paradigmatic amnesic model that would be the Spanish transition, in almost all other transition models, we find the concrete measures of transitional justice. If we want to implement with a guarantee of success such measures of transitional justice, archive and record are needed. The best example we can find of this link is what we could call lustration model, characteristic of a Central and Eastern European ex-communist countries, where the record and archive of the former security service have been put in hands of new institutions looking for vetting in public posts. The creation in 2008 of the European Network of Official Authorities, in charge of the secret police file, give a kind of homologation to that model within the European Union. There is, moreover, a strong connection between archive policies and models of political transition. The existence of record and archive, the retention of documents testifying the horror of human rights violation and the professional management of these documents have a decisive influence on the specific model of transition finally resulting in all cases. By contrast, the political will to forget or ignore the past, has dramatic consequences not only for citizens but also for record and archive. The lack of documentation limits the choice for transitional justice works.
So the first recommendation in this issue must be that record concerning human rights violation must be preserved. Not only record produced by repressive bodies or other public institutions but also those records produced by human rights organizations, political parties, trade unions and other civilian associations of opposition. Transitional archival policies. When direct source on the violation of human rights linked to political repression have been preserved, is to be accorded the same treatment a conventional document? Is it advisable to follow the same route in the archival system adjusted to their life cycle and traditional retention schedules? The answer must clearly be numero. It has been done in most of the transition process. It is necessary to take immediate decision to provide the necessary information needed to develop those memory policies that society choose. By using pre-existing archives or by creating new centers, these records should be made accessible. In the first case, ordering their admission to public records that are considered appropriate, National Archive, Provincial Archive. And in the second, creating special archives for dealing with such documents. At the same time, it is urgent to regulate the use of specific professional standards for specific purposes and needs arise in using special scenarios, in which the usual and general practices are not valid. On the issue of access, for example, the study of documents that testify the violation of human rights can be limited by the uniqueness in terms of free access laws are the official secret freedom of information, data protection or defense of privacy in a democracy usually set. Depending on the objective in transitional justice set up by memory policies, special archival policies must be designed for the transition. In any process of democratization every country, in the end, will require new institutions, new laws and public archives. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.